C'est la grande leçon de l'histoire et c'est là où on passe de la tragédie à la farce Trump. C'est, si tu veux effectuer une puissance, il te faut des ressources adéquates en énergie, no matter what. Et s'il faut pour ça raser un pays, qu'il en soit ainsi. Nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre sous les yeux des candidats une boîte à outils où ils puissent se dire « Ok, je capte, c'est possible, et en plus, j'ai là un truc qui, si je le mets en œuvre et si je suis pas trop mauvais, je vais rentrer dans les livres d'histoire. » Je suis convaincu que cette évolution, elle est inexorable. Parce que s'il y a quelque chose dans la vie auquel on ne peut pas échapper, c'est l'espoir. Bienvenue à toutes et à tous sur Limite, j'espère que vous allez bien. Préparez-vous à plonger dans un univers incroyable pour comprendre comment fonctionne notre société et à quel point elle est potentiellement dans la merde et à quel point il y a des solutions aussi. Et je m'appelle Vince, vous êtes sur une chaîne où on tente d'aborder les limites planétaires le mieux possible, les limites des ressources, et là on va être en plein dedans, ainsi que les limites humaines aussi par rapport à ces ressources et ces limites planétaires et toutes les dérives qu'on peut avoir en conséquence. N'hésitez pas à vous abonner, à liker bien sûr et commenter, vous connaissez les algos, on a une algocratie, j'aime bien dire ça. Aujourd'hui donc c'est le nerf de la guerre, on a besoin de vous pour faire connaître la chaîne et connaître surtout les valeurs et les sujets qu'on est en train de porter. Et si jamais vous voulez saupoudrer de votre magie et nous filer un gros coup de main pour passer à la deuxième étape de l'évolution de Limite qui aura lieu très bientôt, eh ben n'hésitez pas, le Tipeee est disponible car vous êtes littéralement en fait les producteurs exécutifs de cette chaîne. J'ai le plaisir de recevoir le directeur du Shift Project aujourd'hui, Mathieu Ozano. Comment tu vas? Ça va pas mal, je te remercie. T'es venu comment jusqu'ici à l'Académie du Climat? Et en vélo, mais je suis pas très loin, j'habite en banlieue. Ouais, attends, il m'a dit où est-ce qu'il habitait. Je lui ai dit, bon, pas très loin, il y en a quand même pour un bon 40 minutes. En hiver, c'est pas évident, mais là, nous sommes en été, nous tournons le 21 mai 2025. Mathieu, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais que le Shift Project, vous êtes lancé dans quelque chose de très important, de colossal, à l'échelle européenne littéralement, parce que la France est un gros moteur européen, c'est elle qui dicte un petit peu les règles. En tout cas, on voit des signaux à l'Europe en disant qu'il y a telle voie à prendre. On va y venir, on doit faire le diagnostic, le constat de nos sociétés, et puis j'ai très envie de te challenger sur énormément de choses, forcément, en rapport avec le pétrole, en rapport avec l'énergie. Mais d'abord, première question, est-ce que tu peux me faire un petit constat psychologique? Comment tu te sens ces temps-ci avec l'actualité, avec le drill américain, avec Poutine, avec cette déstabilisation géopolitique? Qu'est-ce qui se passe psychologiquement chez toi avec tout ça? Il y avait un groupe dans les années 90 que j'aimais bien qui s'appelait Le Peuple de l'Herbe. Et il y avait un sample dessus où il y avait une nana qui disait « En fait, il se passe pratiquement jamais rien ». Et c'est un truc qui m'a beaucoup inspiré parce que j'ai fait pas mal d'histoires, parce que j'aime l'histoire, et en fait il y a des constantes. Et il y a des évolutions qui ont l'air d'être des évolutions radicales, là aujourd'hui, Trump, Poutine, mais qui en fait, quand on regarde attentivement, sont parfaitement dans la continuité d'une situation. Et dans la continuité, parfois pour le meilleur et souvent pour le pire, en l'occurrence, parce que quand tu as un système économique, de société qui est mal foutu, qui a des défauts substantiels, vraiment au cœur de la machine, eh bien, plus tu avances, plus la loi de Murphy joue son rôle. Alors je me permets, la loi de Murphy, c'est un single d'Angèle, mais qui raconte un petit peu c'est la loi pas des injustices, c'est pas le bon terme, mais des... Si tu laisses un truc dans ta maison qui est pas rangé, à un moment donné, il va te tomber sur la gueule. Voilà. Voilà, c'est tout simple. C'est le moment où votre carte est avalée, et puis il commence à y avoir un effet cascade, ouais, la loi de Murphy. Ah, j'aurais dû. Eh ouais, mais non, trop tard. Et en fait, il y a une autre façon de le dire. C'est un grand philosophe qui s'appelle Karl Marx, ce bon vieux Karl Marx, qui avait dit un jour, l'histoire se répète toujours deux fois. La première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Il faisait allusion à Napoléon Ier, la tragédie, et Napoléon III, pour ceux qui aiment l'histoire. Moi, j'ai commencé à bosser sur toutes ces histoires de limites planétaires, de pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin de ces combustibles fossiles, pourquoi est-ce qu'on a fait un pacte presque diabolique pour devenir des surhommes avec les énergies fossiles. J'ai commencé à bosser là-dessus en 2003, comme journaliste à l'époque, j'étais journaliste, avec l'invasion de l'Irak. Moi, je viens de citer Karl Marx, j'ai une double, je suis un peu bipolaire. Et en même temps, je suis un enfant des États-Unis, de Spielberg, je suis un gamin des années 80, donc j'adorais l'Amérique.
Pour moi, l'invasion de l'Irak en 2003, je l'ai pris comme un affront personnel à mon petit rêve américain que j'avais pas envie de... Voilà. Trump est l'héritier de ça. Trump est l'héritier de ça. Il est parfaitement dans la continuité de ça. Trump a dit, moi, l'Irak, ce pays-là, quand Obama a retiré les troupes vers 2011, quelque chose comme ça, il avait dit, mais moi, imbécile, moi je l'aurais annexé ce pays une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Des armes de destruction massive qui étaient cachées. Non, mais justement, voilà, moi, en 2003, il faut retenir l'histoire, il faut retenir les leçons de l'histoire. En 2003, moi, je me suis intéressé beaucoup à ce qui se passait parce que je voulais comprendre le mobile du crime. Pourquoi est-ce que les Américains avaient besoin de raser ce pays? Qu'est-ce qui se passait en fait? Qu'est-ce qui se jouait? Alors, c'était pas les armes de destruction massive, pour ceux qui s'en souviennent. Colin Powell qui avait annoncé pas ça. Vraiment en fait, j'avais 14 ans, je crois. Ouais. Mais ça, pour ceux qui s'en souviennent, c'est une tragédie pure en fait, parce que bon. Et c'était pas imposé à la démocratie. On a vu ce qui. Par contre, quand tu regardes, quand tu dézoomes un peu sur l'histoire, quand tu prends un peu de champ sur qu'est-ce que c'est l'histoire de ce qu'on appelait, voilà, les États-Unis, cette superpuissance, c'est qu'une superpuissance, pour maintenir sa puissance, elle a besoin de ressources adéquates en énergie. Il y a ce lien, en fait, et l'énergie reine, c'est le pétrole, et le pétrole, le cœur du poulet, le cœur de toute notre société, qui pompe du sang. Le sang, il est pompé d'abord autour du Golfe Persique. Et il y a une tragédie qui s'est nouée autour du Golfe Persique, autour de lesquelles toutes les puissances se sont rassemblées pour pouvoir accéder à cette source d'énergie qui permet de rester la grande puissance. Et il était 2 fois le croissant fertile dans l'histoire, en fait, j'ai l'impression, de l'humanité, cette zone-là, le Golfe Persique et tout. Ouais, et puis il y a un lien, la tour de Babel, par exemple, la tour de Babel, elle a été construite en utilisant comme bitume du pétrole. C'est un lien qui est très très ancien, mais c'est sûr que le centre de la planète économique, vraiment le cœur, il y en a plusieurs des cœurs, en fait, à chaque fois qu'il y a des grandes ressources comme ça qui peuvent être exploitées pour faire de la puissance économique, il y en a ailleurs, mais le cœur du cœur, c'est le Golfe Persique. Et tout ce qui joue, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le destin de l'Europe, en tout cas le destin de l'Ukraine, censé se décider en Arabie Saoudite? Mais parce que les Saoudiens disposent, la famille Saoud dispose d'une puissance incommensurable qui fait beaucoup d'envieux et qui ramène M. Trump, qui ramène... voilà. Pour effectuer une puissance, c'est la grande leçon de l'histoire, et c'est là où on passe de la tragédie, l'invasion de l'Irak en 2003 par exemple, il y en a d'autres, à la farce Trump, la farce grotesque, mais c'est, si tu veux effectuer une puissance, il te faut des ressources adéquates en énergie, no matter what, comme on dit en anglais, quoi qu'il arrive, et s'il faut pour ça raser un pays, qu'il en soit ainsi. Voilà. Il faut qu'on sorte de ça, en fait. Et il faut qu'on sorte de ça, en particulier nous, les Européens, parce qu'on est allé beaucoup accaparer des ressources énergétiques, minières, tout autour du monde, pour maintenir notre puissance. Mais bon, on est ce vieux continent qui... Voilà. L'ancien empire colonial, c'est grâce à ça qu'on a été perfusé aux colonies. Oui, mais ça, c'est un peu fini, quoi. On n'a plus les moyens de notre volonté de puissance. De notre souveraineté, en quelque sorte. Souveraineté, est-ce qu'on est capable à peu près d'avoir les ressources qui nous permettent de vivre en tant que société de façon pacifique et de façon heureuse? C'est ça l'écologie, en fait, fondamentalement. L'écologie, c'est faire avec ce qu'on a, sans se dire, si j'ai pas assez, je vais aller envahir le voisin. L'Europe, et toute l'histoire du XXe siècle, même toute l'histoire du XXe siècle pour les grandes puissances américaines et russes, et toute l'histoire depuis le XIXe, de la Belgique, pardon, je te montre métier pour rien, mais la Belgique, de la France, on avait le charbon, on sait ce que ça a fait, la fin du charbon, l'épuisement, c'est un phénomène. La Wallonie, c'est très bien ce que ça lui a fait. Pour la Wallonie, pour le Nord, en France, ouais. Surtout des choses qui n'ont pas été anticipées, c'est ça qui était dingue en fait. La Wallonie s'en remet à peine encore aujourd'hui pour quelque chose qui s'est passé je veux dire, dans les années 70. On a été confronté à cette limite. On n'a pas su les gérer. Des crânes neufs en costard-cravate sont venus de Paris, sont venus d'ailleurs pour dire « mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Et à Longwy, dans le Pas-de-Calais ou en Wallonie, on sait très bien que là, il y a eu une évolution inexorable qu'on aurait dû anticiper.
sur lesquels on aurait pu se projeter sur un après, ok, on n'a plus les moyens d'avoir cette opulence économique, enfin, pour certains d'ailleurs, hein, pas pour tout le monde, voilà. On est confronté à cette limite physique, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc on a échoué à sortir, enfin à gérer la fin, le tarissement des grandes mines, des grandes ressources charbonnières dans le Nord, en Lorraine et en Wallonie. Est-ce que cette fois-ci où l'Europe n'a plus d'accès, on importe tout le pétrole et le gaz. Norvège, UK à la rigueur. Ouais, alors justement. Algérie. Ouais. Algérie. Russie, d'une certaine façon, toujours. Toujours, absolument, absolument. Et le pacte diabolique, le pacte faustien, l'erreur tragique qu'on a faite et dont on est en train de payer les conséquences, l'Europe en entier, c'est que on s'est mis dans la main de Poutine, tout seul comme des grands, On avait une ressource de pétrole et de gaz importante en Europe qui s'appelait la mer du Nord. La mer du Nord, donc, s'est développée après les années 70, après le choc pétrolier. Dès les années 80, les pétrogéologues, donc les gens dont le métier chez Total, chez Shell, chez BP, est de regarder bien ce qu'il y a dans le réservoir pour dire attention, ou dans l'entrepôt. À partir de l'entrepôt, t'as un stock fini, on l'estime. Voilà, la production, on la lance. À un moment donné, on va être à peu près à la moitié de l'entrepôt. L'entrepôt va être vidé à moitié. À partir de ce moment-là, la production va entrer en déclin. Les pétrogéologues... Toujours dès que tu atteins la moitié, plus ou moins. C'est ça. Dans cet ordre-là. C'est le pic de production qui se produit. C'est assez facile. T'imagines, tu as un entrepôt où tu as des trucs dedans. Tu as des palettes avec des choses que tu sors, de la nourriture, quoi que tu... C'est assez... ça se comprend assez bien. À partir du moment où je vais avoir vidé la moitié de l'entrepôt, alors tu peux dire l'entrepôt, tu peux dire une mine de charbon, tu peux dire une mine de ce que tu veux, ou un puits de pétrole. À partir du moment où je vais avoir sorti de l'entrepôt la moitié de ce qu'il y a dedans, à un moment donné, la production va décliner. À la limite, dans un entrepôt, on pourrait imaginer que la production va rester constante et puis un beau jour, il n'y en aura plus. Dans le monde de l'industrie, ça ne se passe pas comme ça. En fait, il peut y avoir un plateau, et puis petit à petit. En fait, une autre image qu'on peut utiliser, c'est l'image d'une baignoire. Imagine une baignoire se vide d'un côté, et toi, tu dis, attends, mais je vais ouvrir plus fort le robinet. On dirait l'image de la dette. Pardon, continue. Mais il y a quelque chose de ça, À partir d'un certain moment, il devient impossible de compenser le déclin d'un côté avec des nouveaux trucs. Imagine la mer du Nord. Tu commences par exploiter les gros champs que tout de suite tu vois, ou c'est pareil pour le charbon. On commençait à exploiter le charbon là où il était sous les pieds des gens, avant de mettre beaucoup de moyens pour dire oui mais attends, si on creuse là, et puis si on fait un truc comme ça. En fait, plus le temps passe, plus c'est compliqué de compenser le déclin de ce qui est ce que les Anglais aiment bien appeler les low-hanging fruits, les fruits bien mûrs à portée de main. Voilà. Il faut imaginer, l'autre image qui est pour moi qui est très parlante, c'est un arbre fruitier. Ah, un beau cerisier, génial, ou un beau pommier. Ok, je suis là, je me balade, hop, je prends la pomme qui est à portée de main. Et puis j'ai faim, il y a plein de gens qui arrivent sur ce pommier, et puis quelqu'un a une échelle? Voilà, ouais. Voilà. Ça commence comme ça. Ok, bon, attends, on va prendre l'échelle. Et puis peut-être qu'il y a un pommier à côté, où il y a d'autres copains qui sont en train de cueillir, toi t'en as plus, bon, attendez, poussez votre pommier, moi je vais le prendre. En fait, exploiter des ressources finies, se confronter à des limites, c'est soit accepter la limite et s'organiser un peu différemment, de façon plus modeste, plus humble, peut-être plus efficace, plus intelligente, je pense, fondamentalement, ou c'est, je vais envahir l'Irak, peu importe, no matter what. Et c'est ce qui se passe, Et je reviens au pacte faustien qu'on a fait avec Poutine. Nous, les Européens. Pourquoi on s'est mis dans la tout seul comme des grands? Donc, on avait la mer du Nord. Ok. On l'a exploité à fond. À partir du choc pétrolier, et dès les années 80, donc les années 73, et dès les années 80, des pétrogéologues disent il y aura un maximum, on aura vidé la moitié de l'entrepôt vers l'an 2000. Ça s'est produit en l'an 2000. Exactement. Depuis, la production n'a fait que décroître, donc la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, la Norvège, le Danemark, la Hollande, tous ces pays-là ont vu leur production en mer du Nord, c'est les pays qui sont autour de la mer du Nord, décliner. Comme les modèles l'ont annoncé.
comme la science l'a dit. Voilà. Il y avait une limite. Les scientifiques ont dit, ça ne te rappelle rien par rapport au climat, les scientifiques ont dit, bah, il y a une limite. Alors, ces scientifiques-là, ils sont un peu particuliers, ils sont payés par les pétroliers. La grosse différence avec ces enjeux de ressources, c'est que ce sont des données qui ne sont pas des données publiques. Les données sur les ressources critiques qui permettent de faire la puissance, c'est au mieux des secrets commerciaux et c'est très souvent des secrets d'État. Parce que c'est dans un marché concurrentiel entre les compagnies, entre les États, en mode t'as pas intérêt à savoir qu'est-ce qui me reste sous le pied, comme ça on peut un peu jouer sur l'aspect de la bourse. Personne va aller vérifier, va faire bonjour à M. Ben Salman ou bonjour M. Poutine, qu'est-ce que vous avez dans votre entrepôt? C'est la donnée, les réserves pétrolières, c'est la donnée la plus secrète du monde. Alors il y a des sociétés d'intelligence économique qui regardent ça, tout le monde s'espionne. Parce que vous avez sorti un rapport et vous avez réussi plus ou moins à estimer, mais on va y venir après. Ouais, je voudrais juste finir à mon pacte faustien, comment on s'est mis tout seul dans la mouise avec Poutine. Ok. Donc la production de pétrole et de gaz, elle décline telle qu'on l'annonce, à peu près au moment où on commence à prendre des engagements à se décarboner. Donc il y a le protocole de Kyoto en 97, premier grand engagement international pour se dire, au nom du climat, il faut qu'on s'organise autrement, il faut qu'on arrête, parce qu'on va transformer la planète en toaster. Bon, ok, on n'a pas fait grand-chose depuis. Et en l'an 2000, la production de la mer du Nord, à nous Européens qui étions à l'avant-garde de ces politiques climatiques, commence à décliner. Okay, l'histoire continue, on ne décarbone pas vraiment pour le climat, on regarde l'évolution de la mer du Nord, bon, ma foi, ça décline, bon, très bien. On a quand même toujours besoin autant de pétrole parce qu'on procrastine et qu'on n'est pas sérieux sur le décarbonation. Puis si je peux me permettre rapidement, garde bien où tu en es, c'est pour appuyer ton propos, il y a les investissements de grosses compagnies, de grosses banques, d'actionnaires dans des projets encore fossiles à ce moment-là. Oui. La voiture, plein de trucs. Et pour ralentir le déclin de la mer du Nord. Par exemple, pour dire, attends, ce robinet-là, ok, ça se vide de l'autre côté, mais le robinet, t'inquiète, je vais mettre un autre robinet, on va trouver. Ça n'a rien changé. On n'a jamais mis autant d'argent pour chercher du pétrole conventionnel que dans les années 2000, et ça n'a pas empêché le déclin de la mer du Nord, ce phénomène naturel, de se poursuivre. Okay, j'avance dans l'histoire. Donc on ne décarbone pas vraiment et on regarde complaisamment le déclin de la mer du Nord. Nous autres Européens qui nous voyons comme des parangons, comme les héros du climat pour toute la planète. 2014, invasion de la Crimée. À ce moment-là, on se dit, bon, on a besoin de gaz naturel. Le gaz naturel, c'est le petit frère du pétrole. C'est un hydrocarbure et dont on a besoin pour plein de choses, notamment pour prendre le relais si on veut arrêter ce qu'ont voulu faire les Allemands. Arrêter le charbon, c'est dit gaz naturel. Arrêter le nucléaire, gaz naturel. Prendre le relais quand il n'y a pas assez de vent ou pas assez de soleil pour faire tourner les centrales, la production des énergies renouvelables, gaz naturel. Résultat, entre l'invasion de la Crimée, alors que la production en mer du Nord continue à décliner. Donc notre source locale ou domestique, ou à nous, Européens, occidentaux, de l'Ouest. Crimée, entre la Crimée en 2014 et la veille de l'invasion de l'Ukraine en 2021, la consommation des Européens de gaz naturel, du fait de tout ce que je viens de dire, a fait plus 20%. Depuis 2014. Entre 2014 et 2021, l'Union européenne a augmenté sa consommation de gaz naturel de 20%. Mais d'où est-ce qu'il est venu, d'où est-ce qu'ils sont venus ces 20% de plus? Mais M. Poutine. Le Nord Stream. Alors Nord Stream, c'est le mobile derrière, faire venir un maximum de gaz naturel. Okay, bon, la guerre de la Crimée, okay, à quel moment on s'est dit que ça allait bien se finir? Je veux dire, M. Poutine, il organisait des viols de masse en Tchétchénie au début des années 2000. Donc c'est pas... voilà. Par incurie, par inconséquence, par indolence, vis-à-vis des engagements qu'on a pris à se décarboner pour laisser à nos gamins une planète qui ne soit pas un toaster, qui ne soit pas une étuve, parce qu'on n'a pas été sérieux avec ça, on s'est dit encore un peu de patience, monsieur le bourreau, et le bourreau c'est Poutine. Résultat, en fait l'économie européenne, là, elle est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qui fait la base d'une industrie? Qu'est-ce qui fait la base d'une économie? Il faut se représenter une économie, la société, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle veut produire, dans tout ce qu'elle a envie de faire, comme un organisme. Toi, tu es une cellule, moi, je suis une cellule, et puis il y a des organes. Il y a des yeux, il y a un foie, il y a des poumons, il y a un cœur, j'en ai parlé, c'est la production d'énergie.
Et l'un des organes fondamentaux, après le cœur, qui pompe l'énergie, qui l'envoie dans l'organisme, qui te permet de manger à ta faim, qui te permet de voyager, etc., de jouir de la vie à peu près, sans limite, peut-être. Avec un peu de limite de préférence. Non mais on les découvre. C'est l'un des organes principaux fondamentaux, c'est l'industrie. Okay. Fabriquer des trucs qui nous permettent, voilà, cette table, cet ordi, etc. Fabriquer, réparer, maintenir voilà, aussi. Voilà. Et si possible, avoir une partie de cette industrie à ta main. En tant que société, si tu es européen, tu te dis, bon, bah, il faut quand même qu'on fabrique 2-3 trucs. On a vu pendant le Covid. Oui, il serait chiant qu'un virus arrive et que tout d'un coup, on n'ait plus de médicaments, plus suffisamment de masques, ou plus suffisamment de certaines choses. Ou qu'il faille demander, s'il vous plaît, à nos amis chinois, s'il vous plaît, à nos amis américains, qui nous envoient tel truc ou tel truc. En fait, bon. L'industrie européenne, depuis l'invasion de l'Ukraine, elle est en récession. Elle est en récession pour un truc tout bête, c'est que l'énergie en Europe est beaucoup plus chère qu'aux États-Unis, qui ont le pétrole de schiste, ou que la Russie, ou que la Chine, qui a le charbon. Voilà. Nous, donc leurs coûts sont quoi qu'il arrive inférieurs, donc c'est plus intéressant de le faire là-bas que de le faire chez nous sur notre sol. On en a parlé, on a épuisé le charbon. Et voilà la dépendance. Enfin, on a épuisé, à part les Allemands et les Polonais, on a, nous, Belges, Français, notamment, et les Anglais, on n'a plus de charbon. Okay, le pétrole et le gaz, je viens de parler longuement du destin inexorable, du phénomène écologique du tarissement de la mer du Nord. Bon, ok. Donc, du coup, on sait qu'au nom du climat, il faut qu'on se passe de ces combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon. Okay. On s'aperçoit que nous, en plus, Européens, à force de procrastiner, on n'en a plus. En tout cas, ce qui reste est voué à se tarir. On voit déjà que le fait d'avoir ignoré ce tarissement nous a précipité, nous a mis dans la mimine à Poutine, qui nous a... et qui aboutit... Tu as une composition, en fait, entre une limite physique, un gars à Moscou qui se dit ils sont vraiment dos au mur, les mecs, ils sont au bout de la branche. Je peux faire ce que je veux. Ils sont au bout de la branche. Attends. Et moi, je suis le tronc. Voilà. Donc, en fait, on est rentré... depuis la révolution industrielle, on a vécu loin de la limite. On a vécu 2 siècles d'expansion grâce au pétrole, au gaz et au charbon, fondamentalement. Là, nous, Européens, qui consommons encore énormément de pétrole, de gaz et de charbon, on est les plus gros importateurs mondiaux de pétrole et de gaz à égalité avec la Chine, justement. On a pris des engagements pour le climat. Manifestement, ça ne suffit pas pour qu'on agisse sérieusement. Et puisqu'on a procrastiné, eh bien là, on est rattrapé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui aiment bien les courses cyclistes. On est rattrapé par une voiture balai. Dans le Tour de France, ceux qui sont les derniers dans la course, à un moment donné, il y a une voiture balai qui dit « Monsieur, désolé, c'est mieux, on vous ramène au camp de base, c'est terminé. » En fait, on est exactement dans cette situation-là. On a ignoré le déclin de la mer du Nord. On s'est mis dans la main de Poutine. Cette situation nous met en défaut, est en train de tuer ce qui reste d'industrie, c'est-à-dire ce qui reste de souveraineté économique, puisque c'est fondamental dans ce grand organisme. Il faut avoir une partie de ton industrie souveraine. Voilà. Donc on est dans cette situation-là. On a suivi finalement, une autre image que j'aime bien, c'est les pentes de plus faible résistance. Par un liquide qui s'écoule, il ne choisit pas comment il s'écoule. En fait, en tant que société, on a suivi les pentes de plus faible résistance et maintenant on est au bas on est au creux de la vallée, on est en train de s'enfoncer dans un marécage. Et toujours perfusé à ce pétrole étranger. En fait, cette pente de plus faible résistance, c'est les écoulements des énergies qui nous amènent dans ce marécage. Plus on va s'entêter, plus on va procrastiner à se dire encore un peu de patience, monsieur le bourreau, plus l'industrie européenne va continuer à mourir. On a vu qu'elle est morte une première fois avec la fin du charbon. On sait, toi qui connais bien la Wallonie et moi qui connais un peu le Nord. Je me rends surtout compte des conséquences. Des conséquences sur plusieurs générations. Pour la faire rapidement, parce qu'on a des Belges qui nous regardent, mais pas tout le pourcentage de cette chaîne, et c'est important de souligner ça. La Wallonie était un moteur économique européen mais incroyable. Plus de mines, on ferme. Disons qu'on a épuisé ce qu'il fallait épuiser. Et ça a un effet ensuite sur la sidérurgie, qui commence à fermer aussi par la suite. ArcelorMittal et plein d'autres. Et on se retrouve avec des zones où la pauvreté explose.
la criminalité augmente et on se retrouve avec littéralement une ghettoisation de certaines villes comme Charleroi, comme Liège, comme tout ce qui est aux alentours, avec l'incapacité pour des personnes de réparer leur maison, de construire de nouvelles maisons. Et en fait, il y a un déclin qui s'opère avec qui a un effet sur l'éducation, qui a un effet en fait sur qu'aujourd'hui la Wallonie se relève grâce à la perfusion étrangère de cette énergie qui vient de l'étranger. Mais pendant tout un temps, quand on est encore dans certaines régions de Wallonie, on se rend compte qu'il y a une sorte de balkanisation, en quelque sorte, une déconnexion entre certaines zones et le reste de la ville. Alors ça s'améliore nettement, parce qu'il y a eu une prise de conscience quand même assez forte, mais ça a amené à une culture aussi, on va dire, une culture de la sobriété, d'une certaine façon. Alors, ça s'est restabilisé, parce que je t'ai dit, il y a cette perfusion extérieure, mais c'est intéressant, parce qu'on a l'impression de voir un effet d'une décroissance qui n'est pas qui est subi, qui n'est absolument pas anticipé de près ou de loin, et à laquelle on trouve aucune solution. Alors que des solutions, il y en avait des tonnes à l'époque. Mais j'ai l'impression que comme le monde était encore dans cette vision très de croissance, de plein d'énergie, eh ben ils se sont dit bon on va trouver d'autres moyens. Et la Flandre est venue quand même aider parce que la Flandre a des terminaux méthaniers, des raffineries incroyables, de la transformation d'une énergie qui vient de l'étranger. Et là aussi, qui est venu beaucoup de la mer du Nord. Qui est venu beaucoup de la mer du Nord. La mer du Nord a donné. Tout le monde pense, excuse-moi, reste sur la mer. Tout le monde pense. C'est important de parler de la situation de la Belgique. La Flandre a une petite victoire sur la Wallonie en disant nous sommes passés devant vous économiquement et ça crée même des déstabilisations politiques en mode on veut la fin de la Belgique parce que c'est nous la Flandre qui vous tirons, vous êtes les boulets, comme ils ont pu être les boulets d'une époque. Mais ce qui est particulier, c'est que il y a une croyance collective que c'est parce que le Flamand est un travailleur. À aucun moment que c'est dû à l'énergie de la mer du Nord. Voilà. En fait, c'est tout le problème qui est posé nouveau, qui est posé par l'écologie, j'ai envie de dire. On n'est jamais que une cellule dans un organisme qui est beaucoup plus vaste que nous. Il y a l'économie, il y a l'écologie, et en fait l'économie elle ne peut pas prospérer si elle ignore les limites écologiques. Bon, voilà. Et ça c'est quelque chose, je disais tout à l'heure, il ne se passe pratiquement jamais rien. C'est une prise de conscience qui est lente, qui est laborieuse. On a envie, d'abord on aime bien raisonner à l'échelle individuelle, déjà à l'échelle familiale, à l'échelle amicale. C'est très très dur de dézoomer. Il y a des gens qui sont très doués pour ça, mais c'est pas facile. Et ce qui se joue aujourd'hui là dans cette espèce de refus d'obstacles, on a tous envie de laisser à nos gosses, a priori, un monde meilleur que celui qu'on a. Chaque génération, peut-être depuis toujours, a eu ce désir de laisser à ses gosses un monde meilleur. Là, on a un monde qui est largement artificiel, parce qu'il est tributaire, comme tu l'as bien dit, de sources d'énergie pour faire tout, se déplacer, manger, acheter, que l'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas chez nous, et qui, quand elles sont chez nous, se tarissent, et qui se tarissent d'ailleurs dans d'autres régions du globe. Pour nous, c'est une seconde excellente raison d'être très sérieux avec l'invention du monde d'après. Comment est-ce qu'on sort de ce marécage dans lequel on s'est laissé gentiment s'enfoncer? L'industrie, morte une première fois en Europe avec la fin du charbon, qui est en train de crever une seconde fois parce qu'on a ignoré le déclin de la mer du Nord et qu'on s'est mis dans une situation inextricable. L'industrie, c'est la base de ce qui permet de faire société, quand même. En tout cas, c'est la base de ce qui permet de produire les trucs qui font que on jouit d'un confort, nous, notre génération, inouï, qui n'est jamais vu. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'on est cette espèce de pointe extrême d'un confort que nos parents, nos arrière-grands-parents, personne n'a connu avant nous, et on est obligé de bifurquer. On n'a pas le choix, parce qu'on arrive au bout d'un... En fait, le système est embuté. On arrive... Je prenais l'image du marécage, je pourrais dire qu'on est dos au mur, ou qu'on s'est... Sable mouvant un peu, quoi. Ouais, et moi je pense que ce qu'on essaye de faire au Shift Project, donc... Mais on va y arriver à ça, justement. Ouais. Je vais te lancer sur le Shift Project, mais vas-y, je te laisse. Non, mais juste, c'est trouver un chemin qui permette de sortir de ce marécage et de se mettre, de remonter un peu là, ouais, de s'encorder, puis de prendre, de faire équipe un peu, de faire équipage, de remonter la pente et de trouver une nouvelle vallée, quoi, où on va s'organiser un peu différemment et où on sera peut-être plus solidaire, plus fin, plus clairvoyant sur ce qui fait qu'on peut être heureux, faire société et être heureux.
Alors préparez-vous, parce qu'on va justement aborder ces possibilités, ces autres chemins, mais d'abord ça va être le moment du challenge, Mathieu. Ok. C'est le moment où je vais te lancer dans des trucs. Pétrole de schiste, qu'est-ce qui te dit que ce nouveau pétrole qui a remplacé le conventionnel aux États-Unis et qui permet de continuer à, on va dire, garder le plateau de la production en quelque sorte, Ouais, c'est ça. on l'a pas évalué sur combien de temps il peut durer potentiellement. Donc qu'est-ce qui nous dit que cette nouvelle, alors ça fait très techno-solutionniste, hein, mais qu'est-ce qui te dit que ce nouveau pétrole de schiste et gaz de schiste, enfin sable bitumineux du Canada, faut pas que je confonde, permettent justement de continuer inexorablement à maintenir nos systèmes. Ok, il faut juste peut-être rappeler un peu les termes du débat. Donc là, tu es en train de parler des pétroles non conventionnels qui sont censés compenser le pic qui a été franchi du pétrole conventionnel. Donc le pétrole conventionnel, c'est... Excuse-moi, il est avéré ce pic parce que je vois encore beaucoup de lectures qui disent ouais mais non, pas sûr, on sait pas. Absolument. C'est bon. On est passé par un maximum en 2008 et la production de conventionnel. Ceci est factuel. Ouais, c'est validé par l'AIE et c'est dans les chiffres. L'AIE, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Très bien. C'est tout à fait bien. Donc, ça a été prédit correctement par les pétrogéologues qui ont prédit, comme ils ont prédit le pic de la mer du Nord. Le pic mondial du pétrole conventionnel a été franchi comme prévu en 2008, au moment de la crise des subprimes. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un lien. J'ai développé une thèse qui, à mon avis, montre qu'en fait, la crise des subprimes est une conséquence de la fin du pétrole facile. C'est-à-dire que, pour la faire vulgairement, on a une demande, on sort la production baisse, il reste une partie de la demande qui n'est pas entre guillemets nourrie, et cette partie de la demande, en fait, crée des effets en cascade sur le reste. C'est un petit peu ça. En gros, très vulgarisé. Le fait qu'on ait eu en 2008, il n'y avait que du pétrole conventionnel quasiment. 98%, 95% de la production mondiale, c'était ce pétrole liquide classique que l'on trouve dans des roches réservoirs. Voilà, le pétrole conventionnel, le vrai or noir, la reine des sources d'énergie. Dans les années 90, il y a beaucoup de pétrogéologues qui disent, bon, compte tenu de l'état du stock, de l'état des réserves mondiales de pétrole conventionnel, a priori, il y aura un maximum qui sera franchi en 2008, et ça s'est produit en 2008. Pendant les années qui précèdent, l'invasion de l'Irak, d'ailleurs, est très liée à ça. Les États-Unis, la production de conventionnel aux États-Unis décline à partir des chocs pétroliers. D'ailleurs, à nouveau, il y a un lien. Au Texas, dans les années 70, 70. Il y en a eu deux, c'est ça. Il y a eu deux chocs pétroliers, 73 et 79. Mais ça veut dire quoi, un choc pétrolier? Ça veut dire qu'on arrive à un maximum qu'on peut extraire et que ça baisse à ce moment-là. Ça veut dire qu'on atteint une limite. Comment est-ce qu'on a fait pour péter ces limites deux fois? On a augmenté le prix. C'est tout, c'est juste ça. On a augmenté le prix, ça a permis notamment de développer la mer du Nord. La mer du Nord, c'est la première grande zone avec l'Alaska d'exploitation de pétrole dans des endroits très inhospitaliers. Pour ceux qui connaissent un peu les rivages de la mer du Nord, c'est une mer très tempétueuse, c'est pas compliqué. On n'avait jamais sorti autant de pétrole au large de façon très très massive, et c'est permis par l'augmentation des prix du pétrole en 73. Donc en 70, les États-Unis, leur pétrole facile atteint une limite, la production de conventionnel au Texas, au Oklahoma, etc., commence à décliner pour des raisons physiques. À nouveau, c'est quelque chose qui a été prédit par des pétrogéologues correctement. Tout était brûlé. Ils sont passés par un maximum. Voilà, mais ils utilisaient tout. Tout ce qu'on sortait était directement injecté dans la civilisation. Oui. Donc à partir du moment où cette civilisation a besoin, par exemple, de 10 barils et que tu parviens à en sortir 9,9, il y a 0,1 où il y a un problème. C'est ça. Et la croissance de la demande était et est restée très très forte. Oui, tu construis des maisons, on est encore dans les 30 glorieuses, donc on est toujours dans Les 30 glorieuses, c'est une période d'essor sans précédent, et il y a un lien très très fort entre l'essor sans précédent de la production mondiale, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le premier choc pétrolier en 73, et cette croissance incroyable sans précédent, ce qu'on appelait les 30 glorieuses en France, dont on est les enfants en fait, dans le monde dans lequel on vit, d'opulence, en tout cas pour les gens qui sont au centre du système, les Occidentaux grosso modo, et certains... C'est cet essor de la production mondiale de pétrole. Ok. Donc là, c'est bien, on explique bien le diagnostic, parce que je vais y arriver. Alors je vais essayer d'accélérer un petit peu le film historique. Ok. 70... Première grande limite physique à la croissance, la production américaine, premier producteur mondial, atteint une limite et entre en déclin. Okay, de 70 jusqu'à 2008, début de l'essor des pétroles de schiste, de la première grande forme reine
de pétrole non conventionnel, pardon, cette production de pétrole liquide classique, conventionnel, décline. Tiens, en 2003, invasion de l'Irak. Je n'ai pas le temps de m'étendre dessus, mais il y a un lien documenté très fort et tragiquement qui devrait être éclairant. Je crois qu'on l'avait tous capté à l'époque. Moi, si moi à 14 ans j'ai capté que c'était pour le pétrole et que c'est pas pour les armes de destruction massive, t'en as eu la l'intuition. démocratie. J'en ai eu, bah oui. C'est fascinant parce que tu en as eu l'intuition, on avait beaucoup l'intuition, mais c'était pas ce qu'il y avait écrit dans les journaux. Ah non, c'était pas du tout ce qui était écrit dans les journaux. Mais désolé, il y avait plein de films américains déjà qui montraient la première guerre du Golfe. Et donc nous, Irak, dans notre tête, il y avait pétrole quoi. C'était, je veux dire, il y avait des clichés. J'étais fan de Hot Shot. T'as connu Hot Shot? T'as connu Hot Shot. À un moment donné, il y a un cliché de Saddam Hussein là-dedans, enfin une parodie. Mais tout le délire de Hot Shot tourne autour du pétrole. Donc à un moment donné, tu sais, merci la pop culture quoi. Si on regarde un peu, qui était ce personnage, en fait c'était l'homme des Américains autour du Golfe Persique. Saddam a été le grand allié de premier Bush. Et nous, tu vois, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Maintenant, on a un premier jugement, on a un jugement en première instance. Monsieur Kadhafi, c'est notre petit Saddam à nous. C'était le pote de Sarko, c'était le pote de l'Europe, ouais. Effectivement. Voilà, et on lui a rasé son pays le jour où il a commencé à vouloir nous dans les bottes. Mais il y a du pétrole aussi. Absolument. Voilà. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ça dont il faut s'échapper. C'est ça toute l'histoire en fait de l'impérialisme. On va appeler un chat un chat. Ouais. Si j'ai pas assez de cornflakes, je vais aller prendre les cornflakes du voisin et s'il veut pas me les filer, je lui mets une tarte parce que j'ai les plus gros bras. C'est ça. L'histoire de la révolution industrielle, l'histoire belge au Congo, l'histoire française en Afrique également, ça n'est que oui, ça. Mais là, tu t'amènes les prémices quand même, Mathieu. J'ai pas répondu du tout à ta question. Non, t'as pas répondu à ma question sur qu'est-ce qui se passe sur ce truc, mais là, parce que là, je te rebondis là-dessus quand même. Tu t'amènes sur les prémices d'une grande guerre des énergies fossiles potentielle, parce que mais elle a déjà eu lieu. Et elle continuera. Oui. En fait. Oui, mais parce qu'il faut la puissance. Il faut que tu aies la puissance pour faire cette guerre. Il faut que tu aies l'énergie pour faire cette guerre aussi. On a rasé la Libye. On n'a pas d'alibi. Oui, non, merci, d'accord. Mais c'était facile de raser la Libye. C'était pas une armée incroyable. En fait, c'était facile. Tu pouvais la déstabiliser de l'intérieur. Tu pouvais faire des trucs. Je veux dire, comment est-ce que tu peux déstabiliser de l'intérieur. Bah là aujourd'hui, on n'a pas les ressources énergétiques. Nous, l'Europe. Et on a Poutine comme ça. Puis on a des valeurs morales. Trump. Comme ça, oui, enfin, on a des valeurs morales qui valent chez nous. Non, on a des valeurs. Non. On en a, mais bon. Éthiquement, si tu regardes la planète aujourd'hui, le problème, c'est que sur le territoire de l'Union européenne, on est éthiquement très. Il y a des choses qui ont une grande valeur. Le problème, c'est que depuis le début du colonialisme, on a eu du mal à partager ces valeurs avec les gens qu'on souhaitait évangéliser, j'emploie le mot à dessein, avec nos grandes et belles valeurs. On peut avoir des doubles standards aussi, on est très fort là-dedans. Et donc tout le monde, voilà, et ces doubles standards, voilà. Tout ça, pour moi, l'écologie politique, le projet de l'écologie politique, c'est-à-dire d'accepter qu'on est tout petit dans un monde qui est dont la complexité et la subtilité et le charme nous dépasse de très. Voilà. On est mortel, on est petit, on est tous frères et sœurs, et il faut se calmer un peu. Il faut se calmer. Et ce pétrole non conventionnel, qu'est-ce qui te dit qu'il ne va pas durer longtemps? Ouais, c'est ça. On est parti super loin et on y revient. Non, mais c'est génial, voilà. C'est passionnant. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Ah, c'est gentil, mais ouais. Voilà. Bon, je reviens au pétrole conventionnel pour dire des choses beaucoup plus. Je reviens à mon image de la baignoire. Je dis qu'on a du mal à. La question, c'est est-ce que je vais réussir à remplir la baignoire qui se vide inexorablement dans notre côté? La production américaine de pétrole conventionnel, je disais, elle a commencé à décliner à partir de 1970. Elle continue à décliner aujourd'hui. Okay, ce pétrole conventionnel, sa production continue à décliner. Alors là, il s'est un peu stabilisé, mais il est très peu par rapport à ce qu'il était dans les années 60. Et puis, les Américains ont su développer ce pétrole non conventionnel, le pétrole de schiste, et ils ont réussi à faire plus que compenser le déclin du pétrole conventionnel. Toute la question, c'est de savoir combien de temps ça peut durer. On a des données là-dessus? Oui. Alors, déjà, il y a cette industrie qui est très active, dont on a plusieurs patrons aujourd'hui au Texas, notamment la patronne de Occidental Petroleum, qui est une très grosse compagnie qui a tout misé en fait sur le développement du pétrole de schiste, qui dit ça y est, on est arrivé au maximum. C'est-à-dire que cette planche de salut
face au déclin du pétrole conventionnel, c'est une planche pourrie en fait. Ou en tout cas, les arbres montrent jamais, c'est aussi une leçon de l'écologie, les arbres ne montent jamais au ciel. Donc, en fait, l'histoire du pétrole, c'est une histoire de déclin qu'on a su jusqu'à présent compenser, soit par le progrès technique, soit en envahissant l'Irak, si je schématise. Et en fait, cette évolution-là, elle a un terme. Est-ce que ce terme est dans 5 ans? Est-ce que ce terme est dans 15 ans? Est-ce que ce terme est plus loin dans le temps? J'en sais rien, et ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a un risque de contrainte, je parlais de la voiture balai, qui peut s'exercer sur nos sociétés et que nous, Européens, de toute façon, on est au bout de la branche. Ok, donc pour toi, quels que soient les effets technologiques, quelle que soit la synergie qu'on est capable de mettre pour sortir encore plus de pétrole, parce que les réserves prouvées, elles sont encore immenses. On a démontré qu'il y a encore énormément sous le capot et que c'est difficile. Mais elles sont en déclin. Elles sont en déclin, mais c'est difficile d'aller... je donne toujours un peu cet exemple, vous buvez votre coca du McDo ou tout ce que vous voulez, pour ceux qui vont chez McDo, siroter, plus la paille est longue, il faut tester avec une paille, tester une vraie paille, vous achetez plein de pailles, vous allez boire quelque chose qui est super loin. Il faut injecter beaucoup d'énergie pour aller chercher. Alors, imaginez maintenant, vous êtes au 3e étage, vous avez une superbe longue paille qui est dans un verre et que vous devez aspirer. L'énergie à mettre, elle est colossale. Je pense que l'image... C'est parfaitement ça. Ou tu pouvez faire l'expérience vous-même. Tu peux rajouter des pailles. Voilà, exactement. Voilà. Il faut... Mais ton milkshake, il fait toujours la taille qu'il fait. Exact. Voilà. Mais donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit la technologie, l'énergie qu'on investit pour récupérer de l'énergie, quoi qu'il arrive, on repousse en fait un mur, mais qui n'est pas illimité, qu'à un moment donné... On aura beau faire tout ce qu'on veut. Moi, rapidement, donc tu l'as dit toi-même, on est dans une situation où on se dit, ok, on va jouer à stratégo, on va jouer à risque, on va aller prendre là-bas, on va aller là-bas. On est un peu dans une escarmouche mondiale en se disant, bon, il y a le Venezuela, c'est intéressant, il y a l'Arabie Saoudite, peut-être qu'à un moment donné, les États-Unis ou je ne sais pas quel pays ira envahir les Arabies ou tout ce que tu veux. L'Arabie Saoudite. Ça a été envisagé plusieurs fois d'ailleurs. Voilà, donc c'est des grands alliés. Mais on ne sait jamais, comme Saddam Hussein peut être un allié, etc. Mais on est dans un monde où aujourd'hui, effectivement, on a vu les diagnostics, on le connaît. Si vous êtes habitué à la limite, vous savez quel est le problème, vous savez ce qu'il faut faire. Mais c'est là qu'on est face à quelque chose où j'ai l'impression qu'on a plusieurs champs de compréhension de la solution. C'est cette fameuse transition énergétique. Où je voudrais te demander clairement, est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'il y a une addition synergétique des énergies? Donc je veux dire par là, c'est-à-dire que tout ce qu'on installe comme nucléaire, comme photovoltaïque, éolien, tout ce que tu veux, va continuer à s'additionner inexorablement face à des gens qui vont continuer à faire la guerre pour tirer le plus de pétrole possible? Ou est-ce qu'effectivement, on est capable demain d'avoir un système énergétique qui ne se repose que plus du tout sur le pétrole et uniquement en fait sur des énergies bas carbone à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que les échelles de temps, on a la pression climatique, mais j'ai l'impression que dans les échelles de temps on n'y arrivera pas. Honnêtement, moi quand je vois la vitesse à laquelle ça va, je vois des choses assez positives, de l'exponentiel dans les ENR, etc. Mais qui rajoutent d'autres problèmes à l'effondrement de biodiversité, qui rajoutent d'autres problèmes aux mines, etc., et qu'on est tout le temps en train de chercher des solutions à plein de choses. Mais toi, globalement, transition énergétique, illusion, ou alors c'est le mauvais mot, ou alors il y a une erreur dans la compréhension du problème. Ce qui est certain, c'est que tu peux pas avoir une bonne... Si tu constates qu'on a une maladie, qu'en tant que société, en tant qu'organisme très complexe, dont tu es une cellule, dont je suis une cellule, où il y a plein d'organes vitaux dont on a besoin absolument, on aura toujours besoin d'un système de santé, on aura toujours besoin de moyens de transport, on aura toujours besoin de production culturelle, parce qu'on a besoin d'être éveillé, heureux. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Et tout ça, c'est aujourd'hui fondé à 80% sur des combustibles fossiles qui sont en train de détraquer notre climat pour des siècles et des siècles, et qui s'épuiseront, ou qui se sont épuisés. Et troisième élément, tu m'as posé la question au niveau mondial, je ne sais pas te répondre, moi je sais te répondre pour la France, éventuellement un peu pour l'Europe. Dans cette histoire où il y a une course pour le climat et une voiture balai derrière qui s'appelle les limites des champs pétroliers, dans lesquels on est déjà tombé, on est déjà en train de s'embourber, on est en train de monter sur la voiture balai avec Poutine qui conduit la voiture balai. On est face à une évolution qui est inexorable. Donc ça veut dire que soit on la subit, soit on l'anticipe. Et pour l'anticiper, il faut poser un bon diagnostic de cette maladie pour envisager une thérapie claire,
et où tout le monde comprend que c'est pas en faisant une saignée. Je disais que l'énergie, c'est le système sanguin. C'est pas en faisant comme à l'époque de Molière, comme il y a 2 ou 3 siècles, en faisant une bonne saignée que ça va aller mieux. Le problème est plus sérieux, plus grave, plus compliqué que ça. Et en fait, je viens de dire qu'il était grave. En fait, il est grave. Je viens de dire qu'il était compliqué. Il n'est pas tant que ça, en fait. Il y a un élément du diagnostic qu'il faut comprendre. Aucune source d'énergie alternative au pétrole, au gaz et au charbon ne peut faire jeu égal avec ces énergies fossiles au même niveau de consommation, c'est-à-dire celui qu'on connaît aujourd'hui. Si on veut que ça soit pour se prémunir du réchauffement climatique ou pour échapper à la pince Poutine d'un côté, Trump de l'autre, etc., ce qu'on vient d'évoquer, pour échapper à cette nasse, il va falloir faire en tant que société, pour maintenir le bon fonctionnement de nos organes vitaux, avec beaucoup moins d'énergie. Est-ce que c'est impossible? Je pense que c'est inexorable, de toute façon. Et que, dans bien des cas, c'est parfaitement possible, à condition d'être un peu audacieux et cohérent, et lucide. Et si on te dit, monsieur, vous mangez trop de sucre, là, vous mangez trop de viande rouge, c'est pas bon, là, je suis en train de regarder vos artères. En état d'obésité, oui. Ça le fait pas. Monsieur, il faut que vous essayiez de varier un peu plus votre régime alimentaire, faites un peu plus de sport. Tu vas pas dire, enfin si, tu vas le dire d'ailleurs. Tu vas commencer à dire, non merde, celui-là. Moi, je suis ancien fumeur. D'abord, il y a le déni. Ok, fair enough. Moi, j'ai mis 10 ans entre le moment où je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête de fumer, et le moment où je me suis dit, non, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ce processus-là, en tant que société, que ça nous prenne une génération entre le moment où on se dit « Ah oui, années 90, ah oui, non, le réchauffement climatique, c'est pas bien, il faut qu'on fasse quelque chose. » Et le moment où on se dit « Ah, peut-être qu'on s'y colle », bon, que ça nous prenne une génération, c'est pas très étonnant. Il n'en demeure pas moins que cette prise de conscience, cette gravité qu'il faut avoir quand un toubib te dit « Monsieur, attention, là, ça fait 3 fois que je vous le dis, les derniers tests sont encore plus mauvais, ça va pas aller, quoi. » Bon là, je dis, voilà, les effets du réchauffement climatique ils deviennent de plus en plus patents pour les gens. La situation dans laquelle on s'est mis vis-à-vis de M. Poutine, elle est liée au tarissement de la mer du Nord. Donc là, il n'y a plus besoin de regarder l'avenir. Il suffit d'avoir les yeux grands ouverts sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et la conséquence, c'est faire aussi bien en tant que société avec beaucoup moins d'énergie. Est-ce que c'est impossible? Ça peut être parfois compliqué, et ça peut être parfois très simple. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le choix que d'inventer cette nouvelle société, si on veut laisser un monde vivable pour nos gosses. Donc on n'a pas le choix que de faire l'effort collectivement, de sortir les doigts un peu, si tu me passes l'expression, pour s'extirper du marécage dans lequel on est en train de s'embourber, s'encorder, remonter un peu la vallée et trouver un chemin vers une autre vallée, un autre mode d'organisation. Moi, pour les transports, c'est parfaitement possible. Si on prend cet exemple-là, la boîte à outils pour développer des systèmes de transport qui permettent de se déplacer autrement que comme on fait aujourd'hui pour l'essentiel, c'est-à-dire tout seul dans une grosse bagnole qui marche au pétrole, c'est possible. C'est possible en étant cohérent et audacieux, y compris en grande banlieue, y compris à la campagne. Il est parfaitement possible, là où dans les endroits où on se dit a priori, si j'ai pas de bagnole, même si elle est électrique, et puis comment je me recharge, bon. La plupart d'entre nous, on fait au quotidien, pour la mobilité, pour les transports au quotidien, plus de la moitié d'entre nous, on fait moins de 20 bornes par jour. 2 km? C'est pas ça la moyenne du déplacement? Non, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Là, je crois que je suis pas spécialiste, mais je crois que les transports, la moyenne quotidienne, ça doit être la moitié d'entre nous, on fait moins de 15 bornes. Ou moins de 15 bornes. Si en tant que société, on a la cohérence et l'audace de faire les investissements assez simples, y compris en grande banlieue, y compris à la campagne, faire en sorte qu'il soit facile de se déplacer dans une organisation intelligente, je marche un peu, je fais un peu de vélo électrique, quand je peux pas, je fais du covoiturage. Si je suis trop âgé, j'ai des bus qui sont ponctuels, qui sont nombreux, qui sont confortables. Ça, c'est des investissements que la société peut faire,
qui n'ont rien à voir avec les investissements qu'on a pu faire dans les autoroutes, dans les lignes de TGV, juste pour permettre aux gens d'avoir une alternative pour se déplacer au quotidien autrement que tout seul dans une bagnole qui leur coûte cher et qui va leur coûter encore plus cher demain, et dans lequel en plus, très souvent, ils ne sont pas forcément... moi, je prends les transports. J'ai jamais eu de bagnole, je ne veux pas faire mon écolo, j'ai jamais eu de bagnole, et moi, je trouve ça plus sympa. Je suis plus fier en plus collectivement de prendre mon RER, qui est confortable, qui aujourd'hui, sur ma ligne. T'as une évolution culturelle. T'as d'autres personnes, ils ont peut-être jamais eu de bagnole et ils ont été abreuvés par le marketing et par la publicité. Et puis au quotidien, on te bastonne la tête avec des publicités qui disent si à 50 ans t'as pas une BM, t'as raté ta vie. La nouvelle Mercedes, intérieur cuir, confortable, air conditionné. Ça, il faut arrêter avec ça. Tu vois le cliché, quoi, ça donne envie. Il faut arrêter avec ça. Et je pense que voilà, c'est une évolution culturelle qui est à mon avis inexorable. Soit on est en cours. Soit on est dans le déni et on fait comme les Américains. Ouais. On s'enfonce dans le déni et c'est tout le monde contre tout le monde. Soit on se dit, tiens, là, nous en tant que génération, on a un défi historique. C'est un défi. Il n'y a aucune génération depuis la nuit des temps qui n'ait pas été confrontée à des tragédies ou des risques mortels. Aucune. Peut-être nous, enfin en tout cas moi, enfant des années 80, d'une génération très optimiste, on a rêvé d'être la première génération qui, la fin de l'histoire, comme on disait dans les années 90, non, l'histoire est une tragédie continue qui, à chaque génération, propose un défi a priori inextricable, des nœuds gordiens, des choses qui sont terrifiantes, mais qui sont en même temps des défis. Non, mais il y a plein de choses. Une occasion de proposer à nos gosses un progrès. Eh ben, tout ce qui a trait à la sortie des énergies fossiles, que ce soit sur la façon de se déplacer, la façon de consommer, ce qu'on mange, comment est-ce qu'on partage la valeur économique, comment on construit une économie qui fait que les gens sont bien dans la société, en fait, c'est un défi inexorable dans lequel je sais aux chiffres, parce qu'on a travaillé sur de nombreux secteurs vitaux, un grand nombre d'organes vitaux, la transformation d'un grand nombre d'organes vitaux de la société, on sait qu'il y a des issues. On sait qu'il y a des issues, il y a des solutions heureuses, il y a des happy end possibles. Dans la plupart des cas, c'est relativement simple, à condition de reprendre collectivement notre destin en main et d'arrêter comme des fourmis ou des moutons de Panurge de continuer bêtement. Ah ben oui, mais on a toujours fait comme ça. Ben non. Il va falloir plus d'intelligence. Et c'est là que vous intervenez avec Décarbonons la France. C'est ce gros projet à la veille des élections, puisque nous tournons, comme je vous l'ai dit, le 21 mai 2025. On est à 2 ans des élections présidentielles françaises qui vont être déterminantes et le président français a un impact sur l'Europe malgré tout. Vous n'imaginez pas à quel point, surtout dans l'argent que vous donnez à l'Europe, faut le dire. Et alors je dis vous, mais je suis belgo-français, c'est toujours très particulier de parler en vous. Mais donc c'est là que vous avez lancé, au moment où en tout cas on fait cette vidéo sur Ulule, cette grande campagne de financement, 1,4 million qui ont été levés sur 300 000. Ce serait bien de faire plus parce que vous voulez avoir un réel impact, tout en sachant que ça vaut peanuts, si tu veux avoir un impact sur la société française. C'est beaucoup, c'est pas grand-chose. C'est beaucoup, c'est pas grand-chose. Il y a combien d'habitants en France? 80, 60 millions? Combien? Un peu plus de 60 millions. 60 millions, donc c'est comme si en fait là, en gros, vous donniez 14 centimes, c'est comme s'il y avait un investissement de 14 centimes par Français. C'est les pièces jaunes. C'est risible pour changer le monde, changer la France. 14 centimes par Français, l'investissement il est éclaté. Au moment où nous faisons cette vidéo, j'espère que vous serez à plus par la suite avec plus que 11 000 contributeurs. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le plan? Quelles sont vos méthodes d'action? Qu'est-ce que vous souhaitez? Et après, on va parler de façon rapidement, un peu lacunaire parce qu'on n'a pas le temps, mais concrète sur qu'est-ce que la France est déjà là maintenant capable de faire? Parce qu'il n'y a rien à faire. Et aussi, je reviens toujours avec une petite virgule. On a fait des vidéos avec ton collègue fondateur du Shift Project, donc Jean-Marc Jancovici, où il fait forcément un parallèle entre la précarité, le carbone, la précarité et le vote vers des politiques qui potentiellement en fait excluent des personnes ou en tout cas créent plus de polarisation qu'autre chose dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est moi contre toi et c'est toi contre moi parce que nous n'arrivons plus à jouir de notre pyramide de Maslow. Ça, c'est moi qui le projette. C'est-à-dire ton estime de toi, ton besoin d'approbation, ok, mais ton besoin de sécurité, ton besoin de manger, ton besoin de vivre. À partir du moment où tu remplis plus ça, tu commences à rentrer dans une confrontation vis-à-vis d'autres groupes et que tu as des politiciens partout sur Terre qui adorent jouer avec ça dans un point de vue électoral parce que ça a toujours été facile
facile de jouer un petit peu sur cette polarisation, sur nous contre eux pour réussir à gagner des élections. Donc en fait, ce qui arrive maintenant est charnière. Mais décarbonons la France, c'est quoi vos objectifs et comment est-ce que vous voulez influencer les élections présidentielles? Ok. Alors, d'abord, peut-être 2 mots sur ce que c'est que le Shift. Le Shift, c'est une association d'intérêt général, donc que je dirige et qui a été fondée et qui est présidée par Jean-Marc Jancovici. C'est une association qui est à la fois un groupe de réflexion, c'est-à-dire qu'on produit des rapports, et un groupe d'influence, un lobby, donc un think tank et un lobby en bon français. On cherche fondamentalement à éclairer et à influencer les débats sur cette évolution inexorable dont on vient de parler longuement. On veut proposer des méthodes thérapeutiques, ça c'est la partie réflexion, et on veut qu'elles soient mises en œuvre, ça c'est la partie lobby. Pour faire ça, on ne travaille surtout pas en chambre, surtout pas. On travaille avec les gens qui vont faire. On travaille d'abord avec les experts de chaque secteur concerné, que ce soit les transports, l'industrie, l'agriculture, peut-être la défense, j'espère, demain. On teste, on tâche de poser des bonnes questions. Déjà, une bonne thérapie, ça commence par un bon diagnostic, donc on cherche à bien comprendre la situation dans laquelle on est et à voir quelle pourrait être la voie de sortie, là, cette espèce de chemin comme ça pour atteindre un col vers une nouvelle organisation, une nouvelle vallée dans laquelle on fonctionnerait en tant que société différemment. On cherche fondamentalement à faire ça pour tous les secteurs concernés, tous les organes vitaux concernés par la décarbonation. Et en fait, c'est tout l'organisme, puisque ce qui circule aujourd'hui dans notre système sanguin, c'est du pétrole, c'est du gaz et c'est du charbon. Et dans la demande 80%. Et dans la demande de l'autre côté, c'est-à-dire ce qui est pompé par le cœur et ce qui nourrit chaque cellule, c'est à 80% ces énergies fossiles qui sont les énergies faciles, pardon pour le jeu de mots, et c'est pour ça qu'elles dominent autant, et qui sont carbonées, le climat, et qui sont épuisables. On vient d'en parler également longuement. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est proposer des méthodes de transformation face à une évolution qui sera subie ou qui sera anticipée. On est, en fait, je parle de col, je pourrais parler de cap à franchir, de navigation au milieu des rochers. Et voilà, il y a plein d'écueils. C'est une transformation qui est compliquée, qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'ont fait nos aïeuls après 1945 ou au moment des chocs pétroliers, parce qu'elle se fait sous contrainte d'énergie, de matière et de compétences. Puis d'abondance, bien sûr. Et qu'il faut arriver à se réorganiser avec un projet de société qui soit kiffant. On se dise, ouais, je me projette là-dedans, je me vois bien me déplacer comme ça, bouffer comme ça, travailler plutôt dans tel secteur, et c'est OK. Je me vois bien là-dedans, et j'ai envie de proposer à... Moi, je pense toujours à une électrice qui se dit, avec son gamin qui va passer le bac, et où elle lui dit, tiens, tu pourrais... ça serait intéressant que tu ailles regarder... tel secteur qui est en train de se transformer. Peut-être que demain, on aura une industrie textile florissante, où on reproduira à nouveau nos vêtements, et ça sera des vêtements qui seront beaucoup moins polluants, qui vont durer, qui vont être beaux. Ça sera peut-être une nouvelle industrie des transports, des bagnoles plus petites, moins puissantes, mais peut-être qui auront plus de style, je ne sais pas. Le train pour le fret, pour les personnes, où ça va peut-être... On sait que c'est des secteurs, on parle toujours de décroissance. Non, il faut parler de sobriété, d'une manière plus sobre de s'organiser, mais où il y a des secteurs qui vont croître, qui vont exploser, qui vont au contraire, qui vont... Il y en a qui vont mourir aussi. Il y en a qui vont mourir, mais il y en a qu'on va laisser vivoter, on va dire. Mais après, il y a des effets de serre. Il y a des systèmes, on parle d'effets de serre, qu'on peut mettre sous serre. Hein. Là, j'ai envie de faire repousser. Je vois qu'il y a un intérêt à faire pousser une grosse filière textile ou une filière transformée pour l'automobile où on ne va pas être sur le même type de véhicule. On va justement produire les véhicules qui vont nous permettre de nous déplacer autrement que tout seul dans une grosse bagnole. Bon, ça, c'est des secteurs, il faut les mettre, je vérifie que... Il faut les mettre sous serre. Il faut faire en sorte, c'est ça une politique industrielle, c'est ça une politique collective de transformation. C'est c'est cibler ce qu'on veut faire pousser. Le reste, soit on le contraint parce que c'est vraiment délétère, on le coupe, on le chante, soit, il y a plein de secteurs qui vont pas... Toute la société ne va pas se transformer. Non, bien sûr.
il y a plein de trucs qui vont continuer qui vont pas bouger, et c'est OK. Je crois qu'il y a un peu une peur de tout le monde qui se dit ouais, je faisais ça, je vais devoir faire ça. Non, je pense que vous avez sorti un rapport qui montrait le transfert entre secteurs potentiels. C'est des petits mouvements. En fait, c'est pas quelque chose de fou. On sait que, évidemment, si tu regardes l'industrie, les transports, l'agriculture, mais bon, d'abord, c'est des secteurs qui souvent, il faut qu'ils se transforment en fait. L'agriculture est en train de, je veux pas te dire un mot, mais pas bien en France. Et si en France, tu n'as pas l'agriculture, c'est comme si tu n'as pas d'industrie, quoi. Donc là encore, tu as une évolution qui est inexorable. Mais tout ça, ça concerne, les gens qui sont à l'avant-garde des secteurs qui vont devoir se transformer, c'est 1/5, c'est 20% de la population active. Tous les autres, ils vont, peut-être ils auront en bas de chez eux des bus plus confortables, plus fréquents, plus nombreux, qui vont avoir envie de prendre plutôt que de se foutre dans un embouteillage tout seul comme des couillons avec leur bagnole. Peut-être. Et peut-être qu'il y a une partie de la population qui va se dire les côtes de bœuf, fais voir le tofu, c'est pas mauvais ton truc et tout. Des évolutions qui vont être comme ça, à la fois subtiles, symboliques, mais qui vont pas changer. D'abord, qui vont pas fondamentalement changer la manière dont on a envie de vivre, c'est-à-dire sans se prendre trop la tête, et ce dont on bénéficie. En fait, il s'agit de... C'est un projet qui est progressiste, c'est un projet qui est conservateur aussi. Conserver ce qu'on aime bien, en fait. Ce qu'on a envie de conserver et transformer ce qui a vraiment besoin de l'être, si on veut garder ce qui nous permet fondamentalement de faire société. Voilà. Donc c'est pas une... C'est pas un retour au Moyen-Âge, le gros cliché. Non. Voilà, c'est ce qu'on sait. Mais tu sais, il y a souvent en fait cette croyance que le mode de vie va être fortement impacté. En fait, je crois que ce sont souvent les détracteurs de la transformation, les personnes qui ont toujours connu un monde avec le carbone, avec le C, et où il y a des questions qui sont légitimes, mais qui projettent des peurs il faut qu'on ait un projet. Nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre sous les yeux des candidats une boîte à outils où ils puissent se dire OK, je capte, c'est possible, et en plus, j'ai là un truc qui, si je le mets en œuvre et si je suis pas trop mauvais, je vais rentrer dans les livres d'histoire. C'est ce que veulent tous les hommes politiques. Bien sûr. Ils n'ont pas envie de rester comme Sarkozy, dans une note de bas de page, il a fini avec un bracelet électronique. Non, ils ont envie de rentrer dans l'histoire, non? N'est-ce pas? Donc, nous, on veut montrer qu'il y a cette navigation qui est un challenge incroyable. Qui est un challenge incroyable, mais qui peut permettre à un politique de faire ce qu'il rêve de faire. Clairement, Français, c'est par là. Est-ce que je pense... De Gaulle, quoi. C'est par là. C'est ça. En fait... Est-ce que je pense qu'ils attendent, en fait? Oui. Parce qu'on a eu l'impression que ça s'est venu ces dernières années, que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron, avec... C'est par là. Ils n'ont pas compris. Mais le c'est par là, il change très rapidement. Mais parce qu'ils n'ont pas assez bossé. Ils n'ont pas pris la mesure de la gravité nécessaire du diagnostic. Voilà. Et depuis, on s'est pris une gifle monumentale de Poutine et il y en a toujours plein qui n'ont pas compris le film. Mais moi, je peux te dire que je rencontre pas mal de politiques de ma génération. Je ne vais pas citer de nom, ça serait trop tôt. Et puis nous, on est à partisans, mais qui ont à peu près compris le film. Et de gauche jusqu'à la droite. Des raisons d'être conservateur, des raisons d'être à la lettre réactionnaire. Il y en a plein de bonnes. Au moment de la crise des Gilets jaunes, on n'était pas tous Gilets jaunes, mais il y en a plein de gens qui ont capté que, en fait, je reviens à mon histoire des médecins de Molière, la saignée dont je parlais tout à l'heure. C'était quoi les Gilets jaunes? On te disait, monsieur, faudrait quand même acheter une voiture électrique ou monter sur un vélo. Et si vous le faites pas, tac, la saignée. Ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on a dit, on va vous faire une bonne saignée, ça va aller mieux. Mais à quel moment on a expliqué aux gens, c'était quoi l'alternative? C'est quoi le plan, justement? C'est quoi le plan? Et en fait, c'est inepte. C'est exactement comme au temps des médecins de Molière qu'on balbutiait dans la médecine et on se disait une bonne saignée va vous guérir de cette fluxion et ça va aller beaucoup mieux. C'est comme si, en fait, on a des outils, mais il faut un plan de montage. Et le plan de montage, c'est ce qu'on cherche à développer. Ouais. En fait, un outil, moi, tu me files un scalpel, je vais faire beaucoup de dégâts. La taxe carbone, c'était un scalpel. On va vous faire une bonne saignée, ça va aller mieux. Non. On n'explique pas aux gens, on raconte pas le contexte. Il faut le scalpel et il faut le plan d'opération. Et surtout, je pense que... Pour faire cette opération opération à cœur ouvert qui consiste à changer tout le système sanguin, non seulement changer le cœur, mais tout le système sanguin et en aval toute l'organisation des organes qui sont nourris par ce système sanguin. Il faut les transformer
de façon à ce qu'il fonctionne avec beaucoup moins d'énergie. Et en fait, dans plein de cas, c'est possible. Mais ça va, on est dans en s'organisant un peu différemment. Mais on est dans l'obésité. Oui, on est complètement obèse. Donc si on est dans l'obésité, déjà il y a une gabegie, il y a une partie de ce gaspillage qu'on enlève. Voilà, il y a un gâchis. Donc déjà on enlève le gâchis, c'est quelque chose qui est parti et qui ne va rien changer sur notre état d'obésité déjà. Mais après c'est bon de pouvoir passer de la voiture. Moi, c'est mon exemple parce que voilà, je veux vous le dire, c'est la première fois que je le dis dans cette vidéo, je sais pas quand elle sortira, j'écris un livre sur comment reprendre le contrôle. Parce que je viens d'un monde d'obésité, d'information, psychologique, toi aussi, d'obésité, de corps. Bon, alors j'ai toujours mes petits bourrelets encore. Mais où j'étais mais où j'étais tout le temps dans ma bagnole, à me ramasser les emboutes, pas d'activité sportive, et je m'empiffrais, et je mangeais de tout ce que tu voulais. Et le truc qui s'est passé, c'est que, quand je suis passé au vélo, c'était chiant au début, ça m'a cassé, vous imaginez pas. Et au sport, et juste plus utiliser mes pieds et mes jambes, et je n'utilise plus de voiture, il y a eu une transformation de mon corps. Regarde, parce que tu peux aussi. La société... Et j'ai mangé moins de calories aussi, tu vois. Ouais, donc il y a des choses qui sont attention, il y a des choses qui sont à la portée d'un individu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que société, il faut des pistes cyclables et il faut des menus où il n'y a pas que du steak haché dans les cantines pour nos gosses. C'est ça. C'est collectif. Moi, si je peux faire les 15 bornes de Fontenay-sous-Bois au centre de Paris avec un bonheur quotidien, si j'ai un meilleur cardio à 50 piges que j'en avais à 25 piges quand je fumais un paquet de clopes par jour, parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais tout ça fait du bien à soi-même. C'est parce que collectivement, on a mis des pistes cyclables partout dans Paris et que la physionomie même de cette ville est en train de changer. Bon, on se dit, c'est Paris, c'est un truc de bobo, centre-ville. Fair enough, c'est exact. N'empêche que ces solutions, en fait, elles marchent. Et il y a des choses qui se passent à Marne-la-Vallée, à Béthune, un peu partout en France et ailleurs. On s'aperçoit, on commence à entrevoir que oui, il y a un chemin pour passer sur une nouvelle vallée. Et ça commence par la façon dont on se déplace et la façon est-ce qu'on met dans notre corps. Surtout que je pense que ce que vous faites, et d'où l'erreur de la taxe carbone qui s'est appliquée à tout le monde d'un coup, d'un seul, que vous proposez des plans et des projets. C'est une transformation complète. Mais qui dépendent aussi, qui prend en compte les facteurs de, toi t'habites dans le Massif central, toi t'habites loin, et ta voiture, tu en es extrêmement tributaire. Et donc, il y a aussi cette idée de se dire, tout le monde ne démarre pas au même endroit. Si vous regardez cette vidéo, vous n'allez pas prendre le vélo si c'est pas possible. C'est ça. Tout n'est pas possible partout. Il y a des gens, alors, regarde, il y a des gens, pour leur boulot, ils font 50 bornes par jour. Qu'est-ce qu'on leur propose? Les solutions sont pas simples. Nous, on est en train d'y travailler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas ignorer le problème. Tout n'est pas possible pour tout le monde à chaque instant. Il y a des gens, simplement, ils ne peuvent pas faire du vélo, pour des raisons de santé ou pour des raisons de... Bien sûr. Mais si on crée les possibilités, si collectivement on investit dans les trucs qui permettent d'avoir cette solution, déjà on aura traité la solution, on aura traité le problème pour une grosse partie de la population. Et ça sera déjà très très bien. Et si on continue à s'attaquer ensuite à des trucs qui sont plus compliqués, voilà, c'est une transformation qui doit se faire en fait sur une génération. C'est un grand. C'est pas beaucoup une génération. Et en même temps, tu vois la différence entre la France de 1945 et celle de 1970. On a parlé des 30 Glorieuses. C'est une génération. En une génération, il s'est passé beaucoup de trucs. Alors, parce qu'il y a eu un trauma. Il y a eu un trauma. On n'a pas les mêmes conditions. Voilà. La situation, la comparaison s'arrête là, notamment parce que nous, on est sous contrainte. Mais on est sous contrainte avec la génération qui est la plus. On dit toujours que le niveau baisse, que les gens sont plus bêtes qu'avant, mais non. Le niveau de formation aujourd'hui, les gens sont ouverts au monde, savent plein de choses. Il y a des effets délétères. Je parle par exemple le numérique, il y a un yin et un yang, il y a une façon très insalubre de s'en servir. Et moi, je viens d'un milieu où avoir une encyclopédie à la maison, c'était exceptionnel. Bon, cette encyclopédie, tu l'as en 3 clics. Donc, c'est pas foutu, quoi. On est la génération la plus éduquée de l'histoire. On a en France et en Europe un regard, parce qu'on n'a pas le choix, sur les enjeux écologiques qui est extrêmement précis, très bien documenté. Donc,
Et on a des voies, on commence à voir, notamment avec les évolutions qu'il peut y avoir, dans certaines évolutions très intéressantes dans les modes de consommation, dans les modes de déplacement, dans les habitudes alimentaires, qui font qu'en fait, symboliquement, c'est possible. On peut se projeter dans un homme ou dans une femme post-pétrole. Et on commence à confusément voir comment ça pourrait être. Et on se dit, ouais, dans bien des cas, ça peut être, si on s'y prend bien et si on est solidaire, ça peut être assez cool. Maintenant, derrière ça, une fois qu'on s'est dit ça, eh ben, il faut faire le plan d'opération, le plan de navigation, le chemin, tracer ce chemin difficile, ce chemin de montagne qu'il va nous falloir emprunter, nous, pendant une génération, pour faire que dans une génération, nos gosses, ils se disent... Il y a eu un taf, quoi. Quelque chose a été réalisé. C'est ouf, hein, c'est vrai, vous traitez les transports, la santé, le numérique, l'industrie, les énergies, les emplois, la formation, l'enseignement, qui pour moi est tellement à la base d'absolument tout, et que je râle quand je suis amené, j'ai fait beaucoup d'écoles en Belgique, où on apprend toujours à réparer des voitures électriques, des voitures à essence. Ouais. Et moi je dis, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on apprend encore à réparer ou à devoir s'occuper de la maintenance d'une voiture à thermique? Mieux, qu'est-ce qu'on propose aux gens qui sont, et leurs familles, qui sont aujourd'hui, dont le boulot c'est de réparer des leviers de vitesse et qui sont licenciés? Qu'est-ce qu'on leur propose à eux? Qu'est-ce qu'on leur propose à leur territoire? C'est ça faire République, c'est ça faire société. C'est ça. C'est de se dire, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau, c'est quoi le plan de navigation? Et on a la sensation que c'est perdu depuis De Gaulle, et peut-être, j'espère, que émergera en France et dans d'autres pays des leaders. Tu dis De Gaulle, moi j'ai envie de dire l'Europe. L'Europe, elle s'est fondée là-dessus. On parlait de 1945. L'Europe, elle s'est fondée sur quoi? Sur la communauté, du charbon et de l'acier, et sur Euratom. Il n'y a pas eu que ça. Mais les deux piliers de la construction de ce projet communauté économique du charbon et de l'acier. Mais moi, je vais pas. J'ai dit que j'étais partisan, mais il y a un truc sur lequel je peux. Attention. Je suis très pro. Je trouve que l'Union européenne est la plus belle nouvelle qui soit arrivée à l'humanité depuis fort longtemps. On ne s'est pas foutu sur la gueule en Europe de l'Ouest, à part la Yougoslavie. Pour la première fois depuis 80 ans. Ouais. C'est la première fois que ça se passe. Hein. Et on a les piliers de ça, c'est des politiques industrielles pour faire en sorte que les gens mangent à leur faim et puissent se vivre confortablement, jouir du progrès. Et les deux piliers de ça, c'était une politique sur le charbon et l'acier et une politique sur le nucléaire. Il y a eu plein d'autres choses. Mais c'est quand même les deux fondements techniques, concrets, qui ont permis au projet européen, dans tout ce qu'il a symboliquement de formidable. C'est ça, en misant sur les facteurs de force de chacun. C'est après, il y a eu la communauté économique européenne qui avait pour vocation de dire, ok, vous êtes bon là-dedans, vous êtes bon là-dedans, et ben on va libérer les espaces, vous allez pouvoir... Et pour faciliter les échanges, parce qu'il y a des pays, vous êtes bon en nucléaire, la France, vous êtes bon en agriculture aussi. Ouais, mais comparé aux autres pays européens. Il y a 100 000 personnes, je crois, il y a des dizaines de milliers de gens qui, au quotidien, gèrent le parc électronucléaire français et qui sont. Le Nord est doué, à la rigueur, pour l'éolien onshore et offshore. Il y a du nucléaire aussi dans le Nord. Voilà. Nous, la Belgique, on est doué pour l'éolien offshore. Éventuellement, peut-être que le Sud peut être doué pour le photovoltaïque et qui est vraiment, en fait, une revision de l'Europe. Tu vois, Vince, là, tu es en train de parler du cœur. Ouais. On ne parle pas du reste de l'organisme. En fait, non, mais c'est ça qui est passionnant. Moi, c'est ça que je trouve. Pour moi, c'est une situation historique dans laquelle il y a un projet qui émerge, qui est clair et qui est inévitable, qui est nécessaire et qui va concerner aussi. Je disais que la plupart des gens, ils verront pas trop le changement. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si les modes de transport quotidien changent beaucoup, fondamentalement, ça va avoir des effets sur le petit commerçant qui essaie d'attirer l'automobiliste, et demain il va essayer d'attirer le marcheur et le cycliste. D'ailleurs, incidemment, ça va permettre de faire un truc assez sympa, ça pourrait permettre de revitaliser les centres-villes, dont on est tous dans toutes les petites villes qui aujourd'hui ont été éviscérées à cause de la bagnole et au développement périurbain. On n'est pas très... Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien les centres... Enfin, oui, il y a des gens qui aiment bien les centres commerciaux, mais c'est quand même... On peut aimer les centres commerciaux et se dire, c'est dommage que quand je vais dans le milieu, tu vois, tu parlais de Charleroi, je pourrais parler, j'en sais rien, de Montélimar. Quand je vais dans le centre, c'est tout mort, il n'y a personne, c'est triste. Dès que tu as une ville qui est plus à échelle humaine, voilà, qui n'est pas à échelle automobile, mais qui est à échelle humaine, eh ben, c'est en ça que je pense qu'il y a des issues heureuses. Dans cette autre vallée, il y a des choses qui ne sont pas révolutionnaires au sens violent du terme, mais qui sont révolutionnaires au sens profond,
foncier. Il y a des choses profondes qu'il faut qu'on transforme si on veut encore une fois. Et c'est OK parce que derrière, il y a des modes de vie qui, à mon avis, sont plus sûrs, plus agréables et qui ont de l'avenir en fait. Tu vois, là, le charbon, l'acier, le charbon, le pétrole, le gaz, c'est 2 siècles. Depuis 1830 en Grande-Bretagne, depuis plutôt 1920 aux États-Unis, tout le développement, c'est comme les boosters d'une fusée. Voilà, on a fait décoller l'humanité, on a mis fin aux famines endémiques. Grâce à ça, on a pratiquement doublé l'espérance de vie grâce au pétrole et au gaz. C'est génial, quoi. C'est formidable. Et il y a un héritage. Il y a un héritage délétère, tragique, monstrueux. Et donc il faut juste l'étape d'après, quoi. L'étape d'après, une fois qu'on a pris les boosters de la fusée, qu'on s'est retrouvé dans l'espace, l'autre il veut nous amener sur Mars. Mais arrête, mec, il faut atterrir, il faut revenir et tranquille. Et c'est quoi l'étape d'après? Maintenant qu'on a acquis de grands progrès, fondamentalement grâce à l'abondance énergétique, de grands progrès de société, on n'a plus besoin de faire travailler les gosses. C'est vrai. C'est vrai. On n'a plus besoin forcément d'asservir les peuples de l'autre côté de la Méditerranée. Ok. Bah, le système mondial le fait encore. Le système mondial le fait encore. Qui est très fossile, qui est très... Oui, oui. Et du coup, c'est quoi l'étape d'après? Tu vois, c'est quoi un monde en paix qui accepte les limites et qui accepte de se passer de ces énergies fossiles qui nous ont apporté énormément et qui aujourd'hui sont en train de nous embourber dans un monde hostile qu'il faut dépasser, tout simplement. Bon. C'est le grand défi de notre temps. Ouais. Et je pense qu'il est beaucoup moins, si on s'y colle pour de vrai, je pense qu'il est beaucoup moins compliqué. On veut le croire parce qu'on procrastine, c'est comme le mec, on veut pas changer, on n'aime pas là, changer. Là, c'est l'ancien fumeur qui parle, je veux pas arrêter de fumer, c'est pas possible. On n'aime pas mais en fait, t'arrêtes et tu fais, c'est cool, ça va mieux, j'ai meilleure mine, j'ai retrouvé du goût. C'est excellent parce qu'il faut du jus de cerveau, il faut se comprendre là-dedans aussi, comprendre la culture, comprendre chaque individu, les groupes d'individus, nos méthodes de fonctionnement ensemble. Donc c'est génial parce qu'après toi, je reçois Albert Moquet-Vert, donc une deuxième fois sur la chaîne pour justement mettre tout ça en musique. Donc merci pour l'inspiration. Alors ça se trouve, Mathieu sortira avant ou après Albert, ça je ne sais pas encore, mais j'arrive à cet élément qui est quand même déterminant dans nos sociétés humaines, le rapport de force, rapidement. Un changement culturel européen qui nous débarrasse de gadgets inutiles pour vivre plus avec des liens, plus parce que tu transformes pas une société en continuant avec la profusion matérielle inexorable qui aussi ont des coûts, etc. Mais je me dis qu'à partir du moment où tu changes la culture, tu changes le système énergétique, la culture, tu réorganises la France, que ça rebondit sur l'Europe, le reste, et qu'on s'inspire de la Scandinavie pour certaines choses aussi, éducatives, tout ce que tu veux, mais que l'Europe se détache du besoin matériel et crée un autre type d'économie, mais toutes les importations américaines qui se réduiraient, les importations chinoises qui se réduiraient, il faudrait que ça les accélérerait aussi dans ce changement paradigmatique, potentiellement. C'est utopique, là. Hein. Oui, mais pourquoi pas? Non, mais c'est... c'est utopique ou c'est juste l'avenir, en fait. Moi, je pense qu'on se remet à parler de souveraineté. Moi, je pense que la sortie des énergies fossiles et récupérer notre souveraineté, récupérer notre destin, si on s'y prend bien, c'est un seul et même sujet. Pour nous, Européens, en tout cas, qui importons 90% de notre pétrole et de notre gaz. Et donc, c'est encore une excellente raison supplémentaire. En fait, tout ça, ça converge en fait pour moi. Souveraineté, décarbonation, dépassement d'un système qui arrive en butée. Tout ça, c'est un seul et même projet inexorable qui se fera si on est, encore une fois, cohérent, audacieux, adulte, et c'est-à-dire les yeux grands ouverts, quoi, et préoccupé par l'avenir de nos gosses. C'est ça. Parce que, tu sais, ça c'est 80% qui ont l'air colossaux. 80% d'énergie fossile qui circule dans notre système sanguin mondial. Mais c'est vrai que quand ils pensent, bon, il y a cette fois-ci, on parlait de gabegie, on parlait de gaspillage.
Il n'y a rien à faire. Je pense que l'énergie utilisée dans un moteur thermique, c'est de la chaleur qui part. Cette fameuse exergie, ça part. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ça disparaît, quoi. Hein. Donc, alors, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, quand même, un truc qui chauffe et qui part dans l'atmosphère, bref, on a compris. Mais ce qui est assez particulier, c'est que l'électricité crée moins d'exergie. Oui, non, mais et donc, on a besoin de moins d'énergie, globalement, en fait. Oui, non, c'est une bonne nouvelle dans l'histoire. En fait, si on donne les ordres de grandeur. Allez. C'est important de le souligner parce que je trouve qu'on ne le dit pas suffisamment. Oui. En gros, voilà, je disais tout à l'heure, il va falloir faire avec beaucoup moins d'énergie. Et tu as raison de pointer cet élément-là qui est une bonne nouvelle dans l'histoire. Face à cette transformation qui ne va pas être facile, on a un allié. Parmi nos alliés, il y a le fait que l'électricité, un moteur électrique, c'est plus efficace qu'un moteur thermique. On utilise beaucoup mieux toute l'énergie qui est mise à disposition par l'électricité, on l'utilise mieux. Ça s'appelle l'efficacité. Donc en fait, si on donne à peu près les ordres de grandeur, on va dire un pays comme la France, ça consomme 2000. Alors, on s'en fiche de l'unité, on va dire c'est des térawattheures. On pourrait dire c'est des cornflakes. On consomme un peu plus de 2000 térawattheures en France. On produit 500. Avec de l'électricité surtout, et d'autres trucs, mais des trucs domestiques et en général bas carbone, comme le biogaz par exemple, des énergies issues de la photosynthèse, des trucs qui sont chez nous. 2500. Que degré ou de force, que ce soit degré pour le climat ou de force parce qu'on a envie d'échapper à la pince Poutine-Trump, on se dit il faut passer de 2000 à 500 ou peut-être on peut faire grossir un peu le cœur, faire un peu, développer les renouvelables, développer le nucléaire, développer quand c'est pertinent, salubre, développer des sources d'énergie issues de la photosynthèse. Allez, on peut monter, si on est très très bon, très cohérent, si on forme les gens, si on s'y prend bien, face aux contraintes qu'il y a dans cette organisation de nouvelles politiques industrielles de production énergétique, on peut monter, à 500. De 500, à 600 ou 700. Mais il faut quand même descendre de 2000. Pour descendre de 2000 à aller 700, il y a deux éléments. Il y a un large consensus des experts aujourd'hui en France là-dessus, y compris chez RTE par exemple, ou chez EDF, et y compris chez les gens qui sont anti-nucléaires. Les experts se comprennent très bien sur cet élément fondamental du diagnostic. Comment je fais pour passer de, un peu plus de 2000 à 600, 700 ? Il y a un élément, premier élément, c'est l'efficacité, qui est apportée, qui est embêtée, qui est amenée par l'efficacité des moteurs électriques. Parce qu'on est sur un truc de x2, x3 limite. Coup de bol. C'est un truc, naturellement, si on électrifie, en fait, on épargne, on économise, on utilise mieux l'énergie qu'on produit. Bon. Et après, mais ça ne fait pas le job. Ça ne fait pas tout le job. Non, toujours pas. Et du coup, derrière, pour arriver... L'énergie qu'on ne consommera pas. Ça s'appelle la sobriété systémique. La sobriété systémique, c'est pas le rationnement, c'est pas dire aux gens qui n'ont pas grand-chose ou rien de serrer la ceinture, ça serait obscène et en plus, ça serait inopérant. Non, ça ne marchera pas socialement. Comment est-ce qu'on fait en tant que société, collectivement, pour s'organiser un peu différemment, parfois très différemment, pour gaspiller beaucoup moins d'énergie? Je prenais l'exemple tout à l'heure du système de santé. Qu'est-ce que c'est un système de santé comme on a envie qu'il soit, c'est-à-dire efficace, ou à la pointe de la technologie, dans un monde bas carbone? Est-ce que c'est juste avoir des ambulances électriques? Quand on passe plus de 5 minutes sur le sujet, on s'aperçoit que non, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est plus profond que ça. C'est une reconfiguration, c'est une modification de l'organisation de cet organe vital qui s'appelle le système de santé. C'est plein de choses, c'est beaucoup de prévention. Si tu as une société qui est globalement en meilleure santé, tu as moins besoin d'équipements médicaux. Bon. Tiens, win-win. Prévention en amont, dans l'alimentation et tout. Non, mais win-win, tu vois. Littéralement. Bon, okay. Littéralement. Moi, mon père, qui a fumé toute sa vie, qui était tout seul dans sa bagnole, salut papa, qui se porte toujours, grâce à un système de santé extrêmement performant, il est rafistolé de partout. Ça a commencé à 50 piges. Mais moi, j'ai 50 piges. Rafistolage. Il a des pontages, des trucs, machin. Salut papa. Il ne devrait plus être là si on n'avait pas un système aussi performant et aussi très très intensif en techno, donc en énergie et donc en matière. Moi, grâce à lui, grâce à son expérience, on apprend aussi l'expérience de ses parents, j'ai commencé à grimper sur un vélo il y a 10 ans, j'ai un meilleur cardio que quand j'avais 20 piges, parce que j'ai arrêté de fumer et que je suis monté sur un vélo. Bon, ça fait partie du système de santé quelque part, donc des solutions comme ça qui sont, c'est le grand mot qui fait un peu peur, systémiques, des gagnants-gagnants systémiques
ok, comment est-ce qu'on peut s'organiser de façon un peu moins con, un peu plus... moi, j'aime bien l'expression bon sens paysan, parce que j'ai une famille de... Le bon sens paysan. Bah non, faut pas brûler la chandelle par les deux bouts. Tu vois, il y a plein de bons vieux proverbes comme ça qui remontent. On a d'ailleurs qui est une sagesse de la sobriété collective et qui était le sujet dans le village. Dans le village, il y avait de la démocratie. Et on discutait de comment est-ce qu'on allait labourer, qu'est-ce qu'on allait planter, pour faire en sorte que localement, aujourd'hui on a un village qui est planétaire. Voilà. C'est juste qu'il faut qu'on rétablisse un bon sens paysan, mais à l'échelle, d'abord, j'espère, européenne, peut-être d'abord française, et puis ensuite mondiale. Mais c'est mon côté un peu peut-être romantique, ou idéaliste, je suis convaincu que cette évolution, elle est inexorable. Parce que s'il y a quelque chose dans la vie auquel on ne peut pas échapper, c'est l'espoir. Clairement. Parce que l'espoir fait vivre. Wow. C'est une belle conclusion, ça. Je te remercie. Pourquoi pas? Ça fait une conclusion. Ouais. Ça fait une très bonne conclusion. Donc n'oubliez pas, Trump a le pétrole, Poutine a le gaz, et vous avez les cerveaux. Et c'est ça, sur ça qu'il faut miser. Mathieu, du fond du cœur, merci. Ça faisait des années que je voulais t'avoir. Je suis très heureux. Tu as été à la hauteur en tant que directeur du Shift Project sur cette conversation. Et merci d'avoir communiqué avec nous dans le format limite. Voilà, tu étais dans le style et c'est ça qu'on aime bien, okay. Littéralement. On vous met bien sûr les liens en description sur les travaux du Shift Project et surtout sur la campagne Ulule. Donc ça veut dire qu'on va être obligé de sortir cette vidéo rapidement. On va pas devoir attendre 6 mois comme on fait souvent, de préférence. Le lien est disponible. Pour l'instant, on a 11 866 contributions, 67 à l'instant même, c'est en temps réel. Avec 1 416 412 € qui ont été récupérés. Je rappelle, on est à 14 centimes par Français. C'est quasiment rien, c'est pas avec ça qu'on fait beaucoup. Faut pas hésiter à... On peut déjà faire pas mal, mais... On peut déjà faire pas mal. On saura faire avec... on veut proposer un plan thérapeutique, on veut proposer une caisse à outils qui fonctionne pour faire advenir cette transformation. On a plein de choses à regarder. Eh ben parfait. Tout est en description. Merci Mathieu et bravo aux équipes du Shift Project aussi pour ce que vous faites. Ça sera transmis. Merci beaucoup. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous, regardez toutes nos vidéos, on en a des tonnes, que ce soit avec ma gueule, que ce soit avec la gueule de Noé aussi. Tout est disponible en playlist. Allez regarder, il y a tellement de choses intéressantes, vous en avez pour des heures et des heures. Et merci à ceux qui nous ont écoutés peut-être pendant leur footing, tranquille ou en cuisine, sur Spotify. Allez, portez-vous bien, à bientôt sur Limite, ciao tout le monde.